Tout de suite, la semaine dans le monde. Bonsoir, bienvenue dans Une semaine dans le monde. C'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et ce vendredi, eh bien, nous sommes avec Nicolas Vado. Bonsoir Nicolas, dessinateur pour le Vif, l'Express et l'Écho et vice-président de Cartooning for Peace, qui est une organisation, on le rappelle, qui a créé Plantu et Kofi Annan et qui regroupe plus de 100 dessinateurs, 120 dessinateurs. On va en rajouter une dizaine bientôt. Allez, bientôt 130 des dessinateurs à travers le monde entier qui luttent pour la liberté de la presse et pour la liberté d'expression. Vous allez nous montrer ce soir encore des dessins. Ziad Limam, bonsoir, directeur du mensuel Afrique Magazine, et on peut vous lire sur votre blog Changement d'air. Qui vient de reprendre vie après 5 ans d'interruption. Voilà. François Dorcival, éditorialiste, bonsoir. Bonsoir Vanessa. À Valeurs Actuelles et au Figaro Magazine. Et puis avec nous Alberto Toscano. Bonsoir Alberto, correspondant à Paris pour le quotidien Italia Oggi. Le Liban est en deuil ce vendredi après l'attentat de jeudi qui a frappé la banlieue sud de Beyrouth et qui a fait 44 morts et 239 blessés. C'est l'organisation de l'État islamique qui a revendiqué cette attaque. Je vous propose ensuite d'écouter ses réactions dans la capitale libanaise. Ce sont des gens sans conscience. Puissent-ils avoir pire que ce qui nous est arrivé? Leur tour viendra. C'est dommage que des extrémistes et des terroristes vivent dans notre pays. Ces gens ne connaissent pas leur religion, ne connaissent pas l'islam et sont dépourvus de valeurs éthiques et morales. Nous nous trouvons dans la situation opposée. Nous sommes dotés de valeurs humaines. Nous demandons à Dieu de ne pas pardonner les auteurs de cet attentat. Mais leurs actes nous rendent plus forts et nous n'avons pas peur du tout. Regardez, la situation au Liban restera la même. Quand nos dirigeants seront en mesure de prendre leurs propres décisions, notre pays ira mieux. Nous nous sommes habitués à cette situation. Que pouvons-nous nous faire à ce sujet ? François Dorcival, est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui de déstabilisation du Liban? Le Liban qui repose, on le rappelle à nos téléspectateurs, quand même sur un fragile équilibre confessionnel. Oui, il y a toujours un danger. Et c'est naturellement le but de ce genre d'attentat. Il faut dire que cet attentat au Liban suit l'attentat également revendiqué dans le Sinaï contre l'avion russe. Ça veut dire que l'État islamique, en ce moment, choisit une stratégie différente de celle qui est la sienne en Irak comme en Syrie, qui consiste à prendre des villes, à prendre des positions sur les Syriens ou les Irakiens. Là, on est dans le terrorisme. Et on est dans le terrorisme, ce qui peut conduire des analystes à dire qu'ils sont peut-être en difficulté sur le front lui-même, le front syrien, le front irakien. Ziad Limam, c'est le Hezbollah qui a été clairement visé. Aujourd'hui, le Hezbollah qui soutient le régime de Bachar el-Assad. Est-ce qu'il y a un déplacement aujourd'hui, ce qu'on craignait longtemps, un déplacement de la guerre en Syrie au Liban? De toute façon, on n'est pas dans leur petit secret, mais c'est visiblement la stratégie de l'État islamique qui est d'attirer un maximum de pays dans cette espèce de maelstrom, de détruire les frontières. Il faut revenir toujours à cette... Quand il parle du califat, c'est pas juste un fantasme de l'esprit, c'est une position géostratégique. Il faut enlever les frontières entre l'Irak et la Syrie, il faut enlever les frontières entre la Syrie et le Liban. Il faut s'attaquer au Hezbollah, il faut s'attaquer quand même au symbole libanais. Vous en avez parlé tout au début pour dire que c'est une république, c'est multiconfessionnel, il y a une entente relative chrétien-musulman, il y a une entente relative entre les Hezbollah et les partis sunnites. Donc tout ça, c'est une cible idéale pour l'État islamique. Alors, est-ce qu'il y a aussi la crainte que l'État islamique est capable d'infiltrer les poches de désespoir, c'est-à-dire les camps palestiniens, les réfugiés syriens qui se trouvent au Liban, parce qu'il y a visiblement un doute sur l'identité des tueurs qui auraient été peut-être palestiniens, peut-être d'origine syrienne. Il y a une discussion autour de tout ça. Donc c'est clair que le Liban est une cible. Alors, est-ce que souvent, quand on est une cible, ça peut aussi permettre de rassembler les forces autour de certains points centraux, essentiels de la nature libanaise? Peut-être ça va donner une force à ce pays qui aussi, il faut le rappeler, vit une profonde crise institutionnelle depuis plus de 2 ans. On attend un président qui ne vient pas, un parlement qui est dissous mais qui n'est pas dissous, une crise surréaliste environnementale des déchets, une quasi-révolution silencieuse des élites. Donc bon, c'est vrai que c'est difficile, mais les Turcs aussi, les Turcs s'estimaient à l'écart de la tempête. Il y a eu un attentat terrible il y a un
mois avec 100 morts. Donc on voit bien ce que disait François, c'est la technique de l'attentat, mais quand même avec une capacité de se projeter, parce que c'est pas désespéré. On est capable d'aller au cœur de Beyrouth, de taper... Comme au Sinaï. Oui, partout, comme j'ai envie de vous dire, à Sousse aussi, sur les plages de Sousse. Finalement, aujourd'hui... Je veux dire, il faut imaginer quand même Borgel-Brajné, hein, c'est pas le quartier où on rentre comme si on allait se balader, hein, c'est quand même le cœur du Hezbollah. Et autre chose d'assez frappant dans cet attentat, c'est qu'on n'a pas visé la hiérarchie du Hezbollah, on n'a pas essayé de tuer tel ou tel responsable, on a tapé dans les gens, on a voulu tuer un maximum de gens, faire cet effet de souffle, de choc qu'ils ont l'habitude d'essayer de faire à chaque fois. Alberto Toscano, c'est vraiment l'organisation de l'État islamique maintenant qui frappe partout. On le disait, Sousse, en Tunisie, on a vu le Sinaï, on voit aujourd'hui Beyrouth, le cœur de Beyrouth. C'est partout, c'est tout le temps. Sans aucun doute, la situation en Syrie pousse le Daesh à utiliser de plus en plus l'arme du terrorisme, je dirais, classique, en faisant, comme ça a été dit très bien par Ziad, le plus possible de victimes civiles, dans un marché, dans des situations, dans des lieux fréquentés par les personnes normales. En même temps, je crois que le décryptage de cet attentat spécifique de Beyrouth est apparemment facile. Le Hezbollah est en train de se battre en Syrie à côté de Assad, et la réponse de Daesh, qui quelque part est mis en difficulté par cet ensemble, de ce front Assad, russe, Hezbollah, et de l'autre côté, évidemment, aussi les Occidentaux, dans un autre front toujours contre l'État islamique. Voilà Daesh répondre de façon sanglante par un attentat dans le cœur même de Hezbollah à Beyrouth. Il faut ajouter un mot seulement. Le Hezbollah au Liban, et le Liban est quand même, je dirais, l'allié naturel, d'abord toujours protégé par la France et les Occidentaux, et par les alliés occidentaux pour les raisons que vous avez dites, c'est-à-dire cet équilibre extraordinairement fragile, puisqu'il a tout de même subi une guerre civile terrible pendant près de 20 ans, le Liban. Il n'en est pas vraiment sorti, mais on voit bien l'intérêt que l'État islamique a à frapper le Liban. Mais Nicolas Vado, il va nous montrer ses dessins, Nicolas. Il y a eu beaucoup de dessins sur cet attentat d'hier. Il y en a eu quelques-uns, et j'ai commencé par un dessin qui nous est venu ce matin du Liban, de Hassan Bleibel. Je vais vous montrer ce dessin qui est assez parlant. Ce que j'aime beaucoup dans ce dessin, c'est qu'il y a plusieurs sens de lecture. Je pense qu'on va le voir à l'écran. Vous avez évidemment ce serpent qui représente l'État islamique qui sort de ce mur. C'est un mur qui sépare peut-être deux pays, le Liban et la Syrie, mais qui sont ouverts par la guerre. Et bizarrement, c'est la carte du Liban, je pense, qu'on voit dans le trou. Et cette carte, moi, me fait penser à un cercueil. C'est ça que je trouve assez parlant dans ce dessin. Il y a un deuxième sens de lecture qui n'était même pas forcément voulu par l'auteur, mais qui est là. Dessin fantastique de Falco, qui est un dessinateur cubain. Ce que j'aime beaucoup dans ce dessin, et ça rebondit sur ce que disaient les gens dont on recueille les interviews tout à l'heure, ce sont des êtres humains qui ont fait ça. Et c'est ce que montre ce dessin. Et ce que je trouve très fort dans ce dessin, c'est que le cadrage montre l'œil. L'œil, c'est la vie. Et cette pupille, avec cette bombe qui sort, on dirait quasiment une larme. C'est une larme de sang. Et je trouve que ça montre toute l'ambivalence de ces gens qui se comportent comme des monstres, mais dont il ne faut jamais oublier que ce sont des êtres humains, parce qu'il y a une part de monstruosité en chacun de nous et qui est encore plus forte chez eux. On parlait des symboles tout à l'heure. Voilà le drapeau libanais. Ça, c'est une dessinatrice qui s'appelle Soa, qui est libanaise, qui vit en France. Alors, je vous ai souvent dit que le dessin de presse, c'était un drapeau, c'était la quintessence du dessin de presse, c'est-à-dire montrer le plus avec le moins d'éléments possible. Mais dans le cas du drapeau du Liban, c'est un des seuls drapeaux où il y a un véritable dessin sur le drapeau. Et on utilise, nous, les dessinateurs, très souvent ce symbole qui est le cèdre. Dans ce dessin-là, vous voyez les ceintures d'explosifs en utilisant les bandes rouges qui deviennent du sang. Et il y a un dessin de Plantu qu'il a fait en 2006, qui malheureusement est toujours d'actualité, où là encore, c'est une déclinaison du cèdre, parce que c'est un élément qu'on utilise qui est terriblement narratif, et c'est quasiment les seuls drapeaux au monde qui a un élément narratif au milieu qu'on utilise très souvent en tant que dessinateur de presse.
On va parler, ça c'est quand même une bonne nouvelle, enfin on l'espère en tout cas, on le verra bien dans les semaines, dans les mois qui viennent, c'est la Birmanie, avec la victoire de la LND, la Ligue nationale pour la démocratie, oui je vous vois hésiter, Ziad, la Ligue nationale pour la démocratie qui est le parti d'Aung San Suu Kyi, on a appris aujourd'hui bien qu'elle avait remporté la majorité dans les deux chambres. Je vous propose d'écouter la dame de Rangoon, vainqueur de ce scrutin, prix Nobel de la paix, c'était mardi. C'est moi qui prends toutes les décisions, car je suis à la tête du parti vainqueur. Le président sera celui que nous allons choisir dans le seul but de satisfaire aux exigences de la Constitution. Ziad Limam, je vous voyais hocher, pas tout à fait certain. En effet, on peut toujours se poser des questions avec les militaires. En 90, ils avaient confisqué les résultats. Est-ce qu'on peut craindre ça là? C'est une belle victoire. De toute façon, il faut pas bouder son plaisir. C'est une belle victoire. C'est quand même un exercice de vote démocratique dans un pays qu'on n'avait pas connu. Donc il y a une majorité qui s'est exprimée très clairement pour dire on ne veut plus des militaires, on veut de ces gens-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, un système aussi centralisé, aussi militarisé, qui a près de 40 ans d'existence, à peu près dans toutes les couches de l'administration, de l'armée, du pouvoir, du business, ça ne va pas changer comme ça. Les militaires vont garder le ministère de l'Intérieur, vont garder des ministères stratégiques, ils vont garder l'argent. Enfin, je veux dire, on ne va pas basculer du jour au lendemain dans une culture démocratique. Ce n'est pas pour faire des liens avec des pays qu'on connaît bien, mais on peut parler de la Tunisie, on peut parler de tous ces pays qui vivent des transitions démocratiques très importantes, qui viennent littéralement, j'allais dire, secouer l'organisation sociale. C'est très difficile à monter. Après, il y a aussi le personnage d'Aung San Suu Kyi qui est un personnage assez intéressant. Il y a le fait qu'elle a été prix Nobel de la paix, qu'elle a cette aura incroyable, qu'elle est interdite par la Constitution pour une raison assez particulière d'ailleurs, parce que je suis allé regarder. En fait, c'est parce qu'elle a été mariée à un Britannique, tout à fait, et ses enfants sont de nationalité étrangère. Donc elle peut pas être président, mais elle a un ton. Encore une fois, je ne boude pas mon plaisir, mais elle a quand même un petit ton que je trouve un peu particulier dans la manière de dire. De toute façon, c'est moi le chef, et qui que ça soit ce qui sera là le président, on sait par expérience que quand quelqu'un est président, il a envie d'être président. Et troisième point dont j'ai envie de parler quand même, c'est que dans cette campagne, tout le monde a mis de côté, et elle-même a mis de côté, l'énorme problème des Rohingyas, qui est vraiment une tâche sur cette révolution en marche. Il faut parler de ce problème, il faut parler de ce peuple qui est mis au banc de la société birmane, qui n'a pas le droit de vote, qui n'a pas le droit d'être birman, et elle-même a des positions un peu ambiguës là-dessus. Donc voilà, je dis que c'est le début d'une histoire. Elle a dit notamment il ne faut pas exagérer le drame des Rohingyas, alors qu'il y a des rapports qui disent qu'il s'agit d'un véritable génocide. Justement, vous vouliez réagir là-dessus? Justement, par rapport à ce que Ziad vient de dire, un dessin de Chapat qui a été publié dans le New York Times, je crois, où on voit Aung San Suu Kyi qui dit « Notez le progrès, sous la junte, tout le monde était réprimé », alors que là, les Rohingyas restent toujours réprimés. Et il y a un autre dessin aussi que je voulais montrer par rapport à ce que tu disais également, c'est qu'on voit que c'est une transition au pouvoir, mais elle est quand même... Je crois que l'armée a 25% des sièges dans la Constitution de toute manière. Donc de toute façon, Aung San Suu Kyi est quand même sous le joug de l'armée, qu'elle le veuille ou non. Et je vais terminer par un dessin que j'adore de Rieber, dessin suédois. Ça, il n'y a que le dessin de presse qui peut faire ça, transformer aidez-moi, ce qui devient des ballons, des boulets en ballons, voilà, ça c'est la poésie du dessin de presse, on peut faire flotter des boulets et je trouve ça très bien parce que c'est vrai, ne boudons pas notre plaisir. Moi j'ai quand même l'impression dans une actualité tellement glauque, ça me fait un peu penser à la fin de l'apartheid en 91, pour une fois, toute proportion gardée, mais pour une fois qu'il y a un événement qui n'est pas trop négatif, ne boudons pas notre plaisir. Le point... Alberto. Le poids de la Birmanie n'est pas le poids de l'Afrique du Sud. Non, je veux dire d'un point de vue du sourire qu'on peut avoir. C'était pour exprimer mon accord avec ça. Mais je pense que c'est une grande nouvelle. Une grande nouvelle. Il faut démarrer de la situation de la Birmanie depuis des décennies. Qu'est-ce que c'était ce pays il y a 20 ans, 30 ans, un demi-siècle? C'était un pays totalement marginalisé, en dehors. Pas seulement, c'était un pays qui se disait neutre, mais c'était marginalisé en dehors de puissance, de développement, de technologie, de tout ce qu'on pouvait imaginer. Et qui plus est, un pays où il y avait des guérillas très fortes, les Karen, les Chin, les Kachin, parfois soutenus par la Chine à certains moments, par des minorités ethniques. Voilà, c'est un mosaïque, la Birmanie. Or, le fait que ce pays se rassemble, même si le problème dont Ziad parle est sérieux, est réel, et je ne vais pas le sous-estimer. Mais le fait que ce pays se retrouve, se rassemble, le fait que les militaires acceptent une transition, bien sûr, le ministère de la... Mais que je sache, dans d'autres pays,
la transition démocratique espagnole a vu le militaire jouer un rôle, et quel rôle, dans le nouveau système démocratique pendant une certaine période. Et il est parfaitement compréhensible, quelque part il est même salutaire, qu'il y ait un compromis avec les militaires. Parce qu'en connaissant un tout petit peu le militaire birman, s'il n'y a pas ce compromis, c'est l'antichambre d'un nouveau coup d'État. Donc moi, le verre, évidemment, est moitié plein et moitié vide. Moi, je suis vraiment pour la moitié pleine de ce verre démocratique birman. Alors vous François Dorsia, le verre à moitié plein ou à moitié vide? Écoutez, vous voyez comment? je le trouve plutôt à moitié plein parce que nous ne passons pas d'une dictature militaire à un régime démocratique. La Birmanie était déjà, d'une certaine façon, libérée, certes, entre guillemets, de son régime militaire depuis un certain temps. Et les militaires ont bien voulu, pour, d'une certaine façon, ratifier la situation qu'ils avaient créée de transition, ont organisé et bien voulu que cette campagne ait lieu, que ces élections aient lieu, et que la dame de Rangoon obtienne 80% des sièges à l'Assemblée. Donc, ça, c'est quand même un fait incontestable. Maintenant, j'en reviens à ce que vous avez dit tous les deux avec beaucoup de justesse, illustré par les cartoons de notre ami. C'est quoi? C'est que c'est vrai que Mme Aung San Suu Kyi dit « c'est moi qui vais donner les ordres, c'est moi qui vais désigner, etc. » Puisque, vous l'avez expliqué, ce n'est pas elle qui peut être présidente. Et donc, pour qui les électeurs ont-ils voté? Pour elle, tout de même. Donc, elle est un peu le Kagemusha du pouvoir dans cette affaire. Et effectivement, elle ne peut exercer ce pouvoir avec son autorité, que si les militaires veulent que cela réussisse. Or, je crois qu'aujourd'hui, ils ont besoin que ça réussisse. Moi, je voulais juste, en fait, mettre en garde contre l'attitude relativement... Je veux dire, cette espèce de tropisme occidental qui consiste à voir ces bonnes nouvelles et en faire une espèce de modèle permanent. Et on sait qu'on ne passe pas d'une société de dictature ou d'autoritarisme à une société démocratique en quelques mois avec un vote. C'est la création d'une culture démocratique à l'intérieur des pays qui va générer les élites, etc. Et encore une fois, je reviens au cas tunisien qui est un cas extrêmement intéressant parce que c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire avec leurs moyens. Et on va voir si en Birmanie, si les lobbies, j'allais dire militaro-industriels, excusez-moi d'utiliser des expressions comme ça, mais c'est pas le seul pays où les militaires ont du pouvoir. Regardez l'Égypte, les militaires ont un point incroyable. Ils ont la moitié du PNB, ils ont les armes, ils ont la structure du pays. Il y a eu une révolution. Qu'est-ce qui se passe 5 ans après? Les militaires sont de nouveau là et c'est eux qui ont les armes en main. Donc, je dis juste que sans bouder notre plaisir, sans bouder notre plaisir, ne soyons pas toujours dans cette espèce de truc. Il y a une élection, c'est super, c'est la démocratie. Il y a une élection, l'élection, c'est le premier jour de l'aventure qui est à créer. Voilà, l'aventure est créée, mais c'est un formidable en avant pour la Birmanie. Je crois qu'il ne faut pas porter trop loin la comparaison avec l'Égypte. Parce que l'Égypte n'est pas la Birmanie, on sait très bien. Le poids des militaires dans une société. Le poids des militaires existe, évidemment. Mais d'une certaine façon, heureusement, en Égypte, il y a là, on ne va pas être d'accord, mais bon, moi je parle évidemment. Mais évidemment, c'est un pays qui est sous attaque. Au Portugal, la transition démocratique a été réalisée par les militaires. Non, mais on va pas... En Turquie, quel rôle les militaires ont eu dans la période de la transition démocratique? Il est normal, malheureusement, que dans un pays qui a été une dictature militaire, s'il y a une transition vers la démocratie, les militaires ne disparaissent pas d'un jour à l'autre. Allez, ça sera le mot de la fin, en tout cas pour la première partie de ce débat. On se retrouve dans un instant pour la seconde partie. Nous parlerons de ce sommet à La Valette, à Malte, sur l'immigration, sommet Union africaine, Union européenne, Afrique. Et puis, nous parlerons également de ce scandale qui touche le monde de l'athlétisme. Un scandale juste incroyable. Et dans le viseur, eh bien, la Russie. À tout de suite.